Bien, bienvenue à tous. Donc, nous retrouvons maintenant pour donc Data Client, comment passer du pilotage à l'action. Ce sera Julien Galis et Jean-David Benassouli de chez PwC France. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Julien Galis, je suis directeur au sein des entités conseil de PwC et je travaille notamment sur la partie relation client et comment utiliser la donnée pour améliorer la relation client. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Jean-David Benassouli, moi je suis en charge de l'activité Data Intelligence, donc qui regroupe toutes nos expertises data sur la France. Alors un petit mot sur PwC avant de passer dans le dur entre guillemets sur la data client avec Julien. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est à la fois international avec une très forte implémentation en France et c'est pas un hasard, on est sur la diversité, on est à 50% hommes-femmes. Alors on peut remercier certains métiers d'auditeurs ou PwC société d'avocats, mais voilà, on a une diversité qui est à 50%. Et ça, c'est bien dans les équipes, on est implanté partout en France. Nos différents métiers, et on a de la data de plus en plus sur tous nos métiers, ça c'est important. Évidemment, nos métiers historiques de l'audit, on a de plus en plus de données pour faire notre support à l'audit. Les équipes conseil, et on en parlera spécifiquement ce matin, sur les parties data client. Et puis des métiers, tout ce qui est fusion-acquisition, transaction, et tout ce qui est juridique et fiscal. Tous ces métiers-là, aujourd'hui, subissent une grosse transformation liée à la data. Et donc on a à la fois une transformation que l'on mène en interne sur nos métiers et à la fois on accompagne notamment avec les équipes conseil nos clients dans leur transformation et leurs projets data. Alors on est à peu près 300 aujourd'hui en France sur ces expertises-là et on accompagne nos clients sur toutes les activités. Donc évidemment au départ sur la stratégie, tous les sujets liés aux équipes, que ce soit au recrutement, à l'upskilling, les sujets de gouvernance dont on parlera, évidemment les sujets de data science, et puis les sujets d'audit, parce que les algorithmes ils méritent aussi d'être audités et explicables, on en parlera à la fin de l'exposé. Et puis tout ça, évidemment, avec des plateformes, des outils. Donc on a évidemment nos propres plateformes sur lesquelles on délivre nos projets. Et puis on accompagne aussi nos clients sur ces sujets d'architecture qui sont de plus en plus prégnants parce que de plus en plus on a des briques NLP, des briques d'IA, des chatbots, du cloud hybride. Et donc ces sujets d'architecture, ils sont extrêmement importants parce que tout va reposer dessus. Voilà pour la petite introduction. Je vais laisser Julien rentrer dans le vif du sujet, sur le cœur de l'exposé. Donc effectivement, on va parler de la donnée, mais la donnée appliquée à la relation client. Donc avec un maître mot, c'est la donnée à date, elle est surtout utilisée pour faire des reportings, qui sont des reportings à froid, des reportings plats, mais pas utilisés pour rentrer dans l'action. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'illustrer au travers de cas concrets comment on peut passer à l'action dans la relation client. Tout d'abord, on entend tous parler du digital. L'ère digitale, c'est beaucoup de choses et c'est notamment énormément de données. Des données de nature très différente. Vous avez des données que vous allez saisir vous-même dans des portails. Vous allez rentrer votre nom, votre prénom, votre adresse, des données personnelles. Puis il y a des données qui sont captées quelque part à notre insu sur notre parcours, sur des sites web, dans des applicatifs, dans des boutiques. C'est peut-être moins su, mais il y a un ensemble de données qui sont captées en permanence et qui constituent un foisonnement de données. Il y en a tellement que c'est compliqué à exploiter. Et cette complexité ne va pas en se simplifiant. Il y a de nouvelles sources de données quasiment tous les jours, des nouvelles entreprises, des nouveaux sites, des nouveaux providers qui alimentent des nouvelles sources de données. Donc la complexité, elle est présente et il faut arriver à la gérer. Dans le même temps, lorsqu'on analyse un petit peu le marché, on s'aperçoit que les entreprises qui ont le plus de succès ont une capacité, c'est d'être en mesure d'exploiter l'ensemble de ces données-là. Exploiter, ça veut dire collecter les données, donc les rendre lisibles, compréhensibles et les activer de manière rapide. Autrement dit, en temps réel ou en pseudo-temps réel, être capable d'être agile dans l'exploitation de la donnée. Agile, ça veut dire si j'ai une nouvelle source de données, il faut que je l'intègre dans mon algorithme interne pour la prendre en compte tout de suite.
Si on regarde les digital players, des Uber, des Amazon, finalement, leur principale caractéristique, c'est qu'ils sont capables d'utiliser la donnée pour nous vendre un service qui est le service dont on a besoin au moment où on utilise l'application ou le site web. Donc l'objectif, c'est bien exploiter la donnée client pour parler à son client au bon moment, avec le bon produit et le bon service. Lorsque une entreprise travaille sur la relation avec son client, on va faire ce qui s'appelle un customer journey, un parcours client, qui va quelque part retracer l'ensemble des interactions du client avec la marque ou l'entreprise. Il y a plusieurs étapes dans lesquelles la donnée va être utilisée. La première étape, ça va être d'identifier les personnes, les prospects à qui je dois m'adresser. Typiquement, une catégorie d'âge, un sexe, pour s'assurer que lorsque je vais adresser ma proposition de valeur, je l'envoie à quelqu'un qui peut être réceptif. Donc la donnée, à ce titre-là, elle sert à qualifier l'audience auquel je vais m'adresser pour pousser mon offre de produit ou mon offre de service. Une deuxième étape, ça va être l'activation. L'activation, c'est je rentre en relation avec ce prospect-là. Rentrer en relation, c'est donc lui pousser du contenu, lui pousser des données. Pour faire cela, il faut s'assurer d'envoyer la bonne donnée, encore une fois, au bon moment. Donc l'analyse des données va permettre de qualifier qu'est-ce que le prospect souhaite entendre et à quel moment. Typiquement, un renouvellement de contrat, ça peut être une offre, un moment opportun ou pas pour envoyer des offres promotionnelles sur des nouveaux produits ou des nouveaux services. Évidemment, lorsqu'on est rentré en relation avant-vente, l'objectif, c'est de convertir ce client, donc de passer du statut de prospect au client. Donc la conversion, c'est de trouver le bon moment, le bon écosystème. Donc les données, ça va être des données sur l'écosystème du prospect, s'assurer que j'ai identifié l'ensemble des besoins, l'ensemble des personnes que je dois adresser pour être en mesure de réaliser ma vente. Donc ça, c'est la phase qui s'appelle le convert. Une fois qu'on a un client, qu'on n'a plus un prospect, ce client va utiliser le produit, utiliser le service. L'ensemble de ces phases-là va consister à s'assurer que le client utilise optimalement le produit. Si on s'aperçoit en regardant l'utilisation du produit que certains services sont mal utilisés ou ne sont pas optimisés, on peut par exemple proposer une offre de formation. On peut envoyer un petit conseil, un wiki, un mail pour aider le client à optimiser l'utilisation du produit qu'on lui a vendu. L'objectif est simple, c'est si le client est heureux avec le produit ou le service, la probabilité qu'il reste au sein de mes clients est beaucoup plus importante. Donc, la donnée, c'est un vecteur fort de satisfaction client. C'est également un vecteur fort de satisfaction client sur un deuxième angle, c'est sur l'aspect après-vente. Si un client a appelé 3 fois le service support, par exemple, il est bien qu'au 4e appel, on soit au courant, qu'on connaisse l'historique, pour que lorsqu'il appelle, on dise « Bonjour monsieur, je connais votre problème et voilà quoi faire » plutôt que lui redemander de réexpliquer encore une fois l'ensemble de ces problématiques. L'objectif de tout cela, c'est la satisfaction, comme je l'ai dit, pour sécuriser son client et s'assurer qu'il continue d'être un client et qu'il continue de consommer des produits ou des services. À chacune de ces phases-là, les données qui sont mises en jeu ne sont pas tout à fait les mêmes, les architectures qui y répondent ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc il faut avoir en tête, c'est la donnée à chacune des étapes est clé, mais pas utilisée et valorisée de la même manière. Lorsqu'on travaille avec nos clients, on constate plusieurs freins pour être capable de passer quelque part du slide à la réalité. Et l'objectif, notre vocation d'être, c'est bien d'aider nos clients à passer l'étape du slide pour réaliser concrètement les projets et libérer de la valeur liée aux données. Le premier, c'est déjà la donnée en elle-même. Il faut être capable d'aller la chercher. Donc l'aller chercher, c'est identifier les sources de données. Encore une fois, il y en a différentes qui peuvent être endogènes, donc dans les systèmes IT de l'entreprise ou à l'externe. Donc il faut être capable de collecter ces données-là. Une fois qu'on a la donnée, il faut qu'elle soit de qualité. Un exemple tout bête, prénom, nom, s'il manque la moitié des champs, c'est compliqué. Si je suis à l'international, un prénom asiatique, ce n'est pas un prénom européen. Donc ça veut dire qu'il faut se mettre d'accord sur quel est le nom, quelle est la définition et qu'est-ce que j'appelle une donnée de qualité. Est-ce que c'est mon prénom asiatique ? Est-ce que c'est mon prénom asiatique doublé de mon prénom sous forme européenne ? Donc ça, c'est la qualité de la donnée qui implique que le producteur de la donnée se sent responsable de cette qualité-là. Ça, c'est un changement important. C'est lorsque je produis une donnée,
je m'assure qu'elle est de qualité et donc exploitable. Une fois que cette donnée est collectée, qu'elle est de qualité, et après on s'aperçoit sur nos projets qu'obtenir la qualité du premier coup, c'est compliqué, donc on va travailler plutôt par phase d'itération pour améliorer la qualité dans un process d'amélioration continue. On doit l'exploiter, cette donnée. Pour l'exploiter, il y a plusieurs facteurs. Le premier, j'ai plusieurs sources de données, il faut que j'arrive à les faire parler entre elles. Donc il faut mettre en place des clés d'ID, on parle du client, donc un ID unique client qui permet de réconcilier les données. Tout bêtement, lorsque je vais faire une transaction, je vais avoir un log qui va sortir dans lequel on va marquer ID client 3 a acheté tel produit. Ce produit, c'est un ID avec tel montant. Si j'ai ça, seul, je ne sais pas l'exploiter. Ça veut dire que mon ID client doit être le même que celui qui est dans la base client. Donc pour l'exploiter, une des clés, c'est d'avoir des ID communs, ou en tout cas d'être capable de traduire et de mettre en regard des données pour les faire parler ensemble. Une autre clé dans l'interaction avec le client, c'est le temps réel. Le monde digital, c'est aussi un monde en temps réel. Vous êtes tous utilisateurs des réseaux sociaux, donc les Twitter ou autres, où on a l'habitude de consommer rapide et tout de suite. Donc, dans la relation avec le client, il faut rentrer dans ce paradigme de réagir rapidement. Ça sous-entend de mettre en œuvre des solutions, des technologies qui elles-mêmes sont capables de faire du temps réel. On va parler d'architecture temps réel, d'architecture EDA, Event Driven Application, qui vont être capables, sur base d'événements, de réagir et donc d'adapter le dispositif qui est mis face au client en temps réel. Et tout ceci ne marche que si c'est soutenu par une bonne gouvernance. Donc la gouvernance, c'est la capacité à définir les données, à avoir un dictionnaire de données commun au sein de l'entreprise. L'entreprise au sein de ses départements, de ses divisions, de ses business lines, de ses régions éventuellement quand on parle à une multinationale. Donc il faut être en mesure d'avoir ce dictionnaire commun, des référentiels communs, un référentiel client, un référentiel produit, pour être sûr de se comprendre entre nous et d'avoir le même vocabulaire. Et ça, c'est un frein qui peut être souvent rencontré lorsqu'on parle, par exemple, avec une entité marketing, une division de production. Le mot client n'a pas la même définition. Le mot produit n'a pas la même définition. Donc la gouvernance est clé à ce titre-là pour s'assurer d'avoir le même langage, de le partager et du coup de se comprendre. Comme dit, au travers de nos missions, on s'aperçoit de ces difficultés et on a également identifié des facteurs clés de succès pour le ciblage individuel des clients. Donc là, je vais m'arrêter uniquement sur le ciblage individuel des clients, puisque c'est l'objet de passer d'une donnée passive à une donnée active. Donc je vais vous détailler chacun de ces cas concrètement, notamment les 4 premiers, avec un peu de détails sur des retours d'expérience que nous avons mis en œuvre chez PwC France. Donc le premier cas, c'est un client dans le domaine du retraitement et du traitement des déchets et de l'eau. Le client finalement avait 2 difficultés. Le premier, il ne connaissait pas la performance de ses offres, et le second, ces entités ne se comprenaient pas, n'arrivaient pas à facturer correctement auprès de ses propres clients. Donc nous sommes intervenus pour les aider à identifier, à diagnostiquer le cas et à les aider à mettre en place une solution qui permettra de répondre à ces 2 enjeux-là. Donc dans un premier temps, on s'est attaché à collecter l'ensemble des données utiles et utilisées par les différents services. Donc des données qui viennent des systèmes internes, le CRM, la base client, les services de support, donc services de support, call center, les outils de ticketing également, l'historique des interactions, qu'elles soient par mail, par téléphone ou vocalement. On a également collecté l'ensemble des données qui viennent des canaux digitaux. Et contrairement aux apparences, sa boîte digitale, la collection des données n'a pas été aussi évidente que ça, parce que tout n'était pas forcément tagué proprement, indexé correctement. Donc il a fallu faire un gros travail, même sur les canaux considérés comme les plus modernes. Donc là, on parle des sites au pluriel, des marques. On parle des sites de vente en ligne. On parle des sites sur lesquels les clients sont en mesure de créer leurs tickets pour échanger avec leur support technique sur incident ou simplement pour demander des informations. On est également allé chercher des informations plus médias, donc issues de retargeting, issues de campagnes médias,
Donc là, on s'est adressé à des DMP externes qui collectent et qui vendent des services pour collecter ces informations-là, pour connaître le succès de campagne, pour connaître finalement l'audience qui a été visée, le succès associé et en tirer les bonnes conclusions en termes d'analyse de données. Et enfin, on allait chercher des données qualifiées de third party, donc sur les réseaux sociaux, auprès des partenaires. Donc dans les partenaires, on parle par exemple de la météo, de Météo France. On va parler de sites de trafic, donc qui sont des partenaires pour ce client-là. Ce qu'on a fait également, c'est j'ai parlé de gouvernance en introduction. On avait une entreprise qui était silotée avec des données qui étaient réparties par région, par business unit, avec aucun lien entre elles, voire même des silos qui ne se parlaient pas, qui ne se comprenaient pas. Donc une grosse partie du travail a consisté à créer un référentiel de données qui est customer-centrique, avec comme dénominateur commun le client, puisque finalement, au travers de ces régions, de ces BU, ce qui était en commun, c'est le client. Donc on s'est attaché à redéfinir une organisation de la donnée centrée sur le client et ses données. Tout ça pour créer ce qu'on appelle un comptoir de données, donc qui était une solution qui est hébergée dans le cloud, qui regroupe l'ensemble de ces données-là. Ces données sont utilisées pour différents utilisateurs. Donc, je vais passer du plus complexe au plus direct, on va dire. On a déjà les données brutes qui sont mises à disposition des data scientists pour que les data scientists puissent travailler la donnée, travailler les modèles algorithmiques sur la donnée brute et quelque part créer les dashboards ou les usages qui seront utilisés par leurs collègues. Un deuxième type d'utilisateur, c'est des personnes qui utilisaient des données qui étaient déjà pré-traitées, c'est-à-dire des données sur lesquelles on avait déjà créé des liens entre les tables qui les rendaient pré-mâchées à l'utilisation. Donc eux travaillaient sur une donnée qui était propre, une donnée sur laquelle il y avait déjà du sens, et ils travaillaient uniquement sur comment la visualiser, comment l'exploiter. Et le dernier type d'usage, c'est des dashboards, des tableaux de bord mis à disposition des utilisateurs métiers. Donc là, pour ceux que ça intéresse, c'est du Power BI, les images qui sont derrière, et du Grafana pour l'image qui est un petit peu plus noire sur le côté. Là, l'idée, c'est de mettre à disposition des tableaux de bord pour les métiers et pour les clients du client en question, pour visualiser la performance du retraitement sur un site, la performance commerciale, la performance financière. Donc ce comptoir données, finalement, c'est un réceptacle de l'ensemble des données relatives aux clients mis à disposition de ses propres clients et des métiers internes pour améliorer la performance de l'entreprise et s'assurer que le client utilise proprement les services et au mieux. Un deuxième cas qui est important dans l'utilisation de la donnée dans le cadre du parcours client. Tout à l'heure, j'ai parlé du parcours client. Donc là, pour l'illustrer, c'est un acteur qui fait du crédit à la consommation, donc, qui a principalement un média web. Donc, on a simulé ici deux parcours clients très allégés, mais surtout, on a identifié les moments qui comptent ou les moments de vie clés. Pour les définir, c'est des moments qui font que la relation avec l'entreprise qui nous fournit le service peut changer du tout au tout. C'est est-ce que je deviens client ou est-ce que je reste prospect? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Donc c'est ça les moments clés. Et ça, c'est important lorsqu'on travaille sur le parcours client, de s'assurer d'identifier ces moments-là et de travailler en priorité sur ces moments-là. Une fois qu'on a ces moments-là, il faut surtout les comprendre, savoir ce que ça signifie et être en mesure d'adapter en fonction du client que l'on a en face, basé sur une vue 360 du client, que le contenu qu'il va voir à chacune des étapes est le bon. Typiquement, lorsque je vais sur un site en ligne, je vais faire une simulation. Si je m'arrête au cours de cette simulation, l'engin, l'outil va le détecter. Il va se dire « Ah, attention, plusieurs options. Le client n'a pas eu ce qu'il lui fallait, n'a pas le bon tarif, ou simplement faisait un essai mais n'est pas intéressé. » L'utilisation dans ce cadre-là va permettre de qualifier est-ce qu'il est intéressé, pas intéressé, basé sur des données qui ont pu être achetées, basé sur des données qu'on a pu collecter sur ce même site web par le passé, et d'envoyer, par exemple, une offre promotionnelle, voire de rappeler le client pour s'assurer qu'on ne perd pas le prospect et qu'il se transforme bien en un client. Donc pour faire ça, c'est la mise en place de ce qu'on appelle une segmentation dynamique qui permet en temps réel d'adapter
entre guillemets, et désolé c'est péjoratif, la case dans laquelle on met le prospect et de l'adresser. Là, j'ai donné l'exemple sur une simulation, mais c'est vrai pour l'ensemble des interactions. Et enfin, vous l'aurez compris, l'objectif, c'est d'automatiser pour être capable, en temps réel, de pousser du contenu, des interactions, des actions humaines ou par le web vis-à-vis de ce prospect. Un troisième point qu'on souhaitait partager avec vous, c'est le contenu digital. Donc, contenu digital sur des sites web, sur des applications, sur des écrans. Donc là, c'est un client de l'entertainment et du retail chez qui on a fait ça. En l'occurrence, sur son site web ou même dans ses boutiques, il souhaitait une expérience proche de celle de Spotify. Vous utilisez tous Spotify. On a un daily mix, on a des suggestions d'albums, d'artistes qui doivent correspondre à ce qu'on écoute habituellement. Donc on a travaillé avec ce client-là, pour faire de l'A/B testing basé sur persona. Donc un persona, c'est finalement la modélisation d'un prospect ou d'un client. Donc pour chacun des personas qu'on a définis, on a fait des sessions d'A/B testing pour s'assurer d'avoir la réponse la plus adéquate sur les supports digitaux. On a également travaillé sur le parcours client du site, parcours client des apps, pour l'optimiser, surtout le modifier en temps réel. Basé sur le persona, on adapte le contenu en temps réel. Pour le rendre concret, vous avez l'habitude de ça sur les sites de e-commerce. Lorsque vous faites une recherche d'un pot de fleurs, il va vous suggérer des pots de fleurs. Des fois un peu trop, mais ça je reviendrai dessus un petit peu après. Mais en tout cas, c'est ça l'idée, c'est adapter en fonction de ce que le client est, de ce qu'il cherche, adapter le contenu. Évidemment, je viens d'en parler, c'est de faire des recommandations, et tout ça pour générer du cross-sell et de l'upsell. Donc très clairement, pour le client en question, la plus-value de ce projet data était chiffrée en euros sur de l'upsell et du cross-sell de produits qui habituellement n'étaient pas valorisés, n'étaient pas vendus. Grâce à cette démarche-là, il a été en mesure de vendre, on va dire, entre 20 et 30%, je ne donnerai pas de chiffre plus précis que ça en séance, de produits en plus, donc dans ses boutiques et sur son site web. Et enfin, un dernier point, donc l'interaction en temps réel. Donc, pour l'illustrer, on a choisi un client du retail qui avait une problématique dans ses boutiques, avait des télés qui diffusaient des vidéos qui étaient très très statiques. Il avait une app que le client pouvait ouvrir dans sa boutique, mais qui pareil avec un contenu très statique. Donc l'idée a été de travailler sur comment personnaliser ce contenu-là, basé sur le client. Quand c'est l'app, c'est facile, on connaît le client. Quand c'est une télé, il a fallu réfléchir à créer des mécanismes d'interaction pour détecter le client, pour faire communiquer quelque part l'application avec la télé et adapter le contenu qui est diffusé sur la télé au client qui est en train de lui passer devant. Quand je dis adapter, c'est où est-ce qu'il était avant. Il était dans un magasin d'un concurrent. Il était dans un magasin, dans le même magasin, mais 3 rayons plus loin, qui est lié ou pas lié, pour que le contenu qui soit proposé sur la télé, finalement, convienne à ce qu'il cherche, ou en tout cas ce qu'il nous semble qu'il cherche. Ça permet également de faire du ciblage. Tout à l'heure, là, sur le parcours client, j'ai parlé de la phase de reach. Si on se met dans un shopping mall, on a une app qui est fournie par exemple par les 4 temps ou par le honneur, on va dire, du bâtiment. On va être capable de détecter qu'on a un client qui est potentiellement un client connu ou un client intéressé par nos produits qui est proche de la boutique, et on va adapter notre contenu pour l'attirer dans la boutique et s'assurer d'avoir une chance de le convertir en un client plutôt qu'un prospect qui était en train de se promener. Et enfin, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est adapter la pression commerciale, s'assurer de ne pas embêter le client trop avec des sujets qui ne sont plus d'actualité. Et pour faire ça, on va mettre en œuvre des moteurs d'IA qui vont nous permettre d'adapter en temps réel ce besoin. Merci Julien. Alors, comme vous avez pu le voir, là, ça c'est des projets en cours ou réalisés en France. Donc, nos équipes, elles sont d'abord consultants. Et ça c'est important parce que ici, on ne fait pas d'époque de choses qui vont peut-être marcher ou pas. Alors, on fait aussi quelques POC, mais on fait surtout des projets au service de la transformation digitale de nos clients
Et évidemment, qui dit transformation digitale dit le carburant est à la donnée. Et pourquoi on arrive à faire ces projets-là à l'échelle? Pour reprendre ce que je vous disais un peu en introduction, parce qu'on a les compétences. Quand on travaille dans le retail, on a des experts métiers retail. Quand on travaille dans l'énergie, c'est la même chose. Dans la banque, c'est pareil. On a ces 1500 consultants en France qui nous apportent ces expertises métiers. On parlait tout à l'heure d'analyse temps réel de données. On a aussi évidemment nos experts avocats ou data gouvernance sur les sujets de data privacy. Ça, c'est important parce qu'il faut prendre en compte, notamment dans le retail, ces sujets de privacy by design au début. On a les experts finance, et ça, on travaille beaucoup avec les directions financières quand on travaille sur le comptoir de données et qu'on fait de l'analyse d'agrégats. On a beaucoup de sujets aujourd'hui autour de tout ce qui est finance analytics, de la trésorerie, du cash flow, du PNL, du balance sheet avec du prédictif. Et puis évidemment, sous-jacent, on a ces sujets d'architecture, parce que tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire collecter. Et c'est ça, des projets qu'on fait chez nos clients, c'est vraiment des projets bout en bout. Alors oui, parce que j'étais ce matin sur le stand, on recrute des data scientists, mais ça ne sera jamais plus que 20% de nos forces vives. Pourquoi? Aujourd'hui, sur les équipes data, on est à peu près 300, on a 50 data scientists. Mais vous voyez sur ces projets-là, finalement, les équipes de data science ou les équipes qui vont travailler sur des algorithmes ou sur machine learning, c'est une petite partie des projets. Et l'impact, on l'a sur le bout en bout. On ne l'a pas uniquement sur ces aspects de data science. Et pour ceux qui cherchent un poste de data scientist, je vous invite à ouvrir un peu plus largement et à essayer de récupérer une majeure d'industrie, de fonctions, RH, finance, d'architecture sur les notions de collecte et de cloud. En tout cas, nous, chez PwC, c'est vraiment ça dont on a besoin. On a besoin d'avoir des gens polyvalents qui savent s'adapter à plusieurs types de projets. Alors, tu parlais des IA et de l'intelligence artificielle, on en fait. On en fait de plus en plus, même si aujourd'hui, on n'en fait jamais assez. L'IA responsable, c'est quoi? Alors, ça fait à peu près 2 ans qu'on travaille sur ces sujets-là et on continue de travailler avec le réseau, avec mes collègues américains, anglais, australiens et autres. Et on a mis en place chez PwC finalement tout un accompagnement de ces sujets d'IA responsables, qui sont d'ailleurs larges. On a des sujets liés à l'éthique. L'éthique, on peut en parler longtemps, parce que dans l'éthique, dans la morale, c'est un peu plus compliqué que des scripts ou de Yaka Faucon. Enfin bref, il y a des sujets d'éthique, il y a des sujets de tout ce qui est réglementaire. On a des sujets de biais, évidemment. L'algorithme, c'est bien. Mais enfin, si les données sont biaisées, il va les reproduire. Donc il faut savoir les identifier et les corriger. On a des vrais sujets d'interprétabilité. L'interprétabilité, c'est le directeur du marketing qui va dire « Moi, ton algorithme, je ne le mets pas en production si je ne comprends pas ce qu'il fait. » Et ça, c'est du vécu. Donc il faut savoir lui expliquer, parce que le directeur marketing, lui, il n'est pas data scientist. Mais c'est aussi l'audit interne, le contrôle interne. De plus en plus de boîtes tech, les algorithmes, il faut pouvoir les expliquer au comité d'audit, au board, voire aux actionnaires, pour les boîtes les plus tech-driven. Donc ça, c'est important, et y compris sur nos activités M&A, expliquer les algorithmes, c'est important parce que c'est dans la valorisation. Les sujets de robustesse et de sécurité, ça c'est pas mal. On a beaucoup de gens qui sortent, qui sont data scientists et qui font des algorithmes. Généralement, il y a des vrais sujets de sécurité et puis c'est pas scalable. C'est pas scalable parce que sur les projets dont tu as parlé, Julien, là on est à l'échelle, on est en temps réel, on est potentiellement sur des architectures temps réel avec du cloud hybride. Il faut coder différemment que dans son coin. Et puis évidemment les sujets de gouvernance, parce que les algorithmes, il faut savoir où est-ce qu'ils sont entraînés, est-ce qu'on a le dataset. Sur tout ce qui est audit, il faut des pistes d'audit, parce qu'il faut pouvoir rejouer les données en entrée-sortie. Donc sur tous ces sujets-là, on a pas mal travaillé et on travaille encore pour accompagner nos clients sur ces sujets d'IA responsables, explicables et transparentes. Voilà, sur ce, on vous invite à nous rejoindre sur le stand à l'entrée, le stand numéro 129, pour continuer les discussions avec Julien et sur plein d'autres sujets, parce qu'on a parlé de quelques projets, mais on en a plein d'autres. Voilà, merci à tous.